Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée. Et puis la grande édition le soir à 17h, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et à la une de cette séance boursière, la bourse de Paris temporise depuis ce matin. Et ce, après avoir dépassé son record historique et le seuil psychologique des 7000 points la semaine dernière. Les indices américains, eux, ont applaudi les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre en clôture vendredi dernier. Les indices américains qui continuent leur progression aujourd'hui. Nous reviendrons sur ces différentes actualités de marché alors que le rendez-vous de la semaine pour les investisseurs se situe mercredi. Nous découvrirons en effet l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre. Cette fameuse inflation qui pousse d'ailleurs nombre d'observateurs de marché à estimer que le calendrier de la Fed est trop prudent et ce malgré le tapering annoncé la semaine dernière. On parlera également du groupe Bouygues qui a annoncé ce matin racheter l'entreprise Equans spécialisée dans les installations énergétiques moins énergivores dans les entreprises pour un montant de 7 milliards d'euros. Un montant qui fait grincer les dents des investisseurs qui trouvent que le prix est trop cher même si le groupe Bouygues se défend de ne payer que 11,4 fois les bénéfices de l'entreprise. Il n'en reste pas moins qu'une telle acquisition permet au groupe de BTP de se positionner sur une activité moins cyclique portée par la croissance des investissements tournés vers la transition énergétique. Bouygues qui devient d'ailleurs avec cette acquisition le numéro 2 mondial dans le domaine. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous ferons un focus sur une entreprise au cœur de l'actualité, l'entreprise Cargotec qui équipe les ports de solutions robotisées, une activité qui fait écho à l'actualité, notamment aux congestions dans les ports qui expliquent en partie les pénuries sur les chaînes d'approvisionnement. Nous en parlerons avec Alice Labouze, présidente de Trecento AM. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec Tendance Mon Ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est presque une 8e séance de hausse d'affilée pour la Bourse de Paris, soit une série inédite depuis fin avril 2019. La Bourse de Paris qui, pour rappel, terminait au-dessus des 7000 points vendredi. Il y a d'un côté et de rassurant les bonnes publications d'entreprises cumulées à une franche amélioration du marché de l'emploi aux États-Unis. Et puis de l'autre et de préoccupants, de persistantes tensions sur les salaires, les pénuries de main-d'œuvre alors que la Fed amorce le processus de réduction de ses achats d'actifs. La prudence est donc de mise à l'approche des dernières données sur l'inflation américaine. En soutien de la tendance aujourd'hui, on retrouve l'indétrônable secteur du luxe avec les sommets atteints par Hermès et LVMH. On retrouve aussi à la hausse Total Energy, lui-même tiré par les cours du brut. La croissance de 27,1% sur un an des exportations chinoises et l'adoption par la Chambre des représentants du plan d'investissement dans les infrastructures de 1000 milliards de dollars voulu par Joe Biden induisent une probable et forte demande d'énergie à venir. Outre-Atlantique, Caterpillar bondit. Le fabricant d'engins de construction est considéré comme l'un des principaux bénéficiaires du plan d'investissement voté par le Congrès. A contrario, Tesla recule après un sondage sur Twitter. Elon Musk pourrait vendre 10% de ses actions. Cette vente pourrait lui rapporter près de 21 milliards de dollars. Sur le plan des résultats du 3e trimestre, c'est la dernière ligne droite. Environ 10% des sociétés du S&P 500 n'ont pas encore publié. Côté CAC, 4 de ses composantes se prêteront à l'exercice cette semaine. On relève aussi que l'inflation reste une préoccupation majeure donc à la veille de la publication des chiffres des prix à la production aux États-Unis et à 2 jours de celle des prix à la consommation. Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estime que les critères pour une hausse de taux pourraient être atteints en 2022. Plus près de nous, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, s'est confié au sujet de l'inflation au quotidien espagnol El País. Il juge très inhabituelle et temporaire la période
actuelle et d'ajouter qu'il n'y voit pas de signes reflétant un caractère chronique de cette évolution. Eramet est en hausse. Le groupe minier se lance officiellement dans la course au lithium après l'annonce ce jour de la construction d'une usine en Argentine au premier trimestre 2022. La production devrait commencer début 2024 avec à terme un volume de 24 000 tonnes par an. Et puis Engie progresse légèrement. Bouygues recule. Le géant du BTP va racheter Equans, filiale de services d'Engie. Une transaction annoncée ce week-end au sortir d'un conseil d'administration de l'énergéticien français. Bouygues l'a donc emporté face à son concurrent Eiffage et au fonds d'investissement américain Bain. Le groupe va débourser un peu plus de 7 milliards d'euros et signe ainsi la plus grosse acquisition de son histoire. Voilà, tendance mon ami, donc le résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40, le CAC 40 qui gagne 0,23% à 7057 points actuellement. Et c'est parti pour Planète Marché où nous allons tenter de décrypter les grands enjeux des marchés financiers avec nos 3 invités en plateau. Éric Turgeman est avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur des gestions actions et convertibles chez Ophi Asset Management. Cyriac Dayan est avec nous également, bonjour. Bonjour. Gérant diversifié chez Senso-IS et on a le plaisir de recevoir également Gilles Bazissire, bonjour. Bonjour. Président d'Equity GPS. Un mot avant de parler des grands, du grand contexte de marché actuellement sur ce rachat d'Equans par Bouygues. Gilles Bazissire, 7 milliards d'euros. Tout le monde qui dit que c'est trop cher, mais Bouygues qui dit bah oui, mais ça n'est que 11,4 fois les bénéfices de l'entreprise. Et ce virage du coup vers une activité plus en lien avec la transition énergétique pour ce groupe historiquement BTP, qu'est-ce que ça vous évoque ? Il est des cas sur les marchés où tout le monde a raison. D'accord. En ce sens où Bouygues était à la recherche de relais de croissance forts. Il est clair qu'ils en ont trouvé un. Car tout ce qui, l'activité de racheter est beaucoup plus granulaire dans les relations avec un grand nombre d'entreprises, bien sûr, oui. Et promise à un futur absolument exceptionnel, selon moi, tout simplement parce que les entreprises en règle générale vont devoir changer leur gestion des fluides au sens large. D'accord, oui. Pour converger vers les accords de Paris. Et donc, la croissance est vraiment sera très sensible dans cette activité. Bouygues est une entreprise qui est familiale, qui historiquement a su gérer ses acquisitions. Par contre, il est légitime que, à court terme, les investisseurs traditionnels historiques dans Bouygues soient un peu surpris. Du prix, bien sûr. Oui. Pas forcément du prix, mais de la transaction elle-même, parce que ça bouge le barycentre de l'entreprise. Bien sûr. Si vous avez un Bouygues en portefeuille, si vous l'aviez eu, c'était pour des raisons données. Et là, ça change assez sensiblement le barycentre, le point d'équilibre de l'entreprise. Et donc, il est légitime qu'il y ait des questions en la matière, d'autant que les analystes, les investisseurs, je dirais, n'ont pas pu être impressionnés par le parcours stratégique ni boursier du vendeur, et que a priori il y a un petit peu de scepticisme. Mais mon sentiment, c'est que c'est l'occasion de regarder Bouygues dans une optique de moyen long terme et de repositionnement donc sur un segment en forte croissance de l'économie à venir et qui est généralement très bien valorisé. Donc par rapport aux ratios que vous mentionniez, sachant que les taux aujourd'hui sont très très bas, Bouygues devrait en bénéficier à moyen long terme, à mon sens. D'accord, bon, ça c'était pour l'actualité donc, du rachat d'Equans par Bouygues. Je vous propose de parler un petit peu, toujours, on va rester avec vous Gilles Bazissire, mais de parler de ce contexte de marché. La semaine dernière, mercredi dernier, la Fed a annoncé ce fameux tapering. Ça faisait des semaines, des mois, pour ne pas dire plus, qu'on en parlait. Est-ce qu'il allait arriver? Est-ce que le tapering allait être forcé par l'inflation ou autre? Finalement, Jérôme Powell a annoncé une réduction des achats d'actifs de 15 milliards de dollars par mois. Alors,
Avec toutes les précautions de mise, évidemment, impossibilité de réajuster à la hausse ou à la baisse, et tout le discours qui va bien autour. Mais comment est-ce qu'on l'interprète finalement, ce tapering? On se dit enfin, on se dit c'est trop tôt, on se dit la Fed ne pouvait pas faire autrement. Quel a été votre sentiment? Ce qui avait été annoncé avait été pré-annoncé très largement avant, hein, donc à mon sens, c'était pas une surprise. Ce qui était une petite surprise quand même, c'était dans les déclarations de Powell, il y avait la phrase explicite pour la première fois qu'il ne souhaite pas surprendre les marchés. Bien sûr, ouais. C'est assez étonnant. De la part d'un banquier central. Même si on l'avait compris quand même. Oui. Il y avait cette perspective du taper tantrum. On se disait, il fait toujours plus attention à ne pas justement surprendre les marchés. Absolument, mais on peut se demander si un banquier central est là pour s'occuper des marchés ou s'occuper de l'économie. Bien sûr. Hein, donc ça peut laisser un goût de dovishness. Un petit peu important. Est-ce que c'est lié au fait que le poste de numéro 1 de la Fed va être renouvelé ou Bien pas? Sûr. Après, on peut se poser des questions. Mais d'où la réaction du marché obligataire qui a été quand même un peu surprenante, et avec des taux longs en baisse assez sensibles et un aplatissement de la courbe des taux. Sans doute lié au débouclage de positions sans doute très importantes qui avaient été prises par des hedge funds sur la pantification, jouant au préalable de pantification de la courbe. Voilà, donc nous, ça ne change pas notre perception à moyen terme que si les banquiers centraux vont continuer de rester là de toute façon pour gérer les taux longs, éviter qu'ils ne s'envolent, reste que quand même on a toutes de bonnes raisons pour que les taux longs continuent de progresser, même doucement, à moyen terme. Et donc à court terme, je pense que c'est aller un petit peu trop vite. Et on pourra avoir des remontées des taux longs sans que ça choque grand monde. Hein. Donc, qu'est-ce qui allait un petit peu trop vite que la baisse des taux longs. La baisse des taux longs est allée un petit peu trop vite. L'effet était un petit peu surprenant. D'accord. Était sans doute lié à des débouclages de positions excessives qui avaient été pris antérieurement à une repentification de la courbe des taux et à une hausse des taux longs. Cyriaque Dayan, je reviens sur ce que nous a dit Gilles Bazissière sur le fait que Jérôme Powell a assumé presque cette idée de faire attention du coup à la réaction des marchés. C'est vrai que quand on voit ce tapering donc, qui est décidé la semaine dernière, alors qu'en fait ça fait des semaines que le marché s'y attend, on se demande s'il n'y a pas eu effectivement une attente de digestion de la nouvelle avant même d'annoncer la nouvelle. C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi ou c'est... Clairement, finalement, dans son discours ou dans l'annonce du communiqué, il n'y a pas de surprise. Et peut-être que je rejoins l'analyse, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils achetaient la rumeur, vendre la nouvelle. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient protégés, finalement, il n'y a pas de surprise. Ils sortent leur position. Et le taux US qui était monté jusqu'à 1,65, 1,70, bon, il respire, tourne aux alentours de... Alors, il est revenu à 1,45 sur le 10 ans. Donc, on n'est pas non plus sur des mouvements stratosphériques. Bien sûr, oui. Mais il y a eu ce mouvement de respiration qui me semble assez logique parce que finalement, Powell, il a annoncé ce qu'on attendait sur le tapering au mot près. Hein, c'était vraiment ce qu'on attendait. Et dans le discours, il a peut-être été un peu plus dovish que ce qu'on pouvait penser. Et donc finalement, les taux ont bien réagi. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment le succès de la Fed. On est quand même sur une inflation qui est à 5% sur les taux, le CPI, donc l'inflation globale. L'inflation core, elle est à 4. On va voir à combien elle va sortir mercredi. Et on a des taux US qui sont quand même sur le 10 ans à 1,50. Le 2 ans aux US est toujours à 0,40, 0,42. Et donc la Fed a réussi à imprimer, à tort ou à raison, mais dans le sentiment pour les investisseurs, qu'elle sera toujours là. Que cette inflation était temporaire. Et elle est temporaire, mais ça fait quand même plusieurs mois que ça dure à une inflation élevée. Et je pense qu'elle s'est acheté du temps et que si la situation sur l'inflation va rester élevée, hein, il n'y a pas de débat là-dessus, mais si ça reste encore pendant plusieurs mois, finalement, la Fed, grâce à ce discours, grâce à ce tapering, parvient à maintenir des taux relativement bas. Alors, est-ce que c'est 1,50 ou 2 hein, voilà, le débat est ouvert et ce serait plus logique qu'on soit un peu plus élevé. Mais la question, elle n'est pas là. C'est pas de savoir si on est entre 1,50 et 2. La question est de savoir est-ce qu'on est entre 1,50 ou 4. Et à ce moment-là, il y a des vrais problèmes pour la Fed. Il y a un problème vis-à-vis des marchés.
Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la Fed a en tête qu'une partie non négligeable de l'épargne des Américains est placée sur les actions aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est vraiment dans son... Et puis ça leur permet aussi de préparer leur retraite, contrairement à un système en France. Donc oui, bien sûr, ça a un impact beaucoup plus concret sur les épargnants américains. Oui. Exactement. Et ça, dans le logiciel de la Fed, même si c'est pas dit aussi clairement, même si là il y a une phrase, mais en tout cas ça fait pas partie des deux objectifs de la Fed. Dans le logiciel de la Fed, il y a cette prise en compte qui est beaucoup moins vraie dans le cadre de la BCE par exemple, pour les raisons qui sont historiques du rôle des marchés financiers dans l'épargne de la plupart des personnes qui habitent en zone euro. Mais alors, je rebondis quand même sur ce que vous venez de dire. Sur la Fed a réussi à imprimer finalement dans la tête des gens que l'inflation était transitoire. Est-ce qu'elle a réussi à imprimer que l'inflation était transitoire ou est-ce qu'elle a simplement réussi à rassurer sur le fait qu'elle continuera à le dire et elle continuera à être présente tant qu'il y aura ces craintes et tant que cette inflation finalement sera au-dessus du niveau voulu de la Fed? C'est compliqué. Mais pour moi, elle a plutôt réussi à imprimer dans le sentiment des investisseurs que l'inflation était finalement transitoire. Parce que d'un autre côté, elle baisse son quantitative easing, donc ça veut dire qu'elle réduit ses achats d'obligations. Oui, donc dans les faits, finalement, ce qu'elle fait concrètement, c'est quand même réduire son soutien à des taux bas en réduisant son quantitative easing. Mais de l'autre côté, elle nous dit non, moi... Alors, elle n'a pas de certitude et puis on voit qu'elle se laisse quand même des portes ouvertes, mais dans son discours, elle reste dans une logique de dire l'inflation ne va pas rester durablement à 5%. Et le meilleur symbole de sa réussite, c'est ce qu'on va regarder les points morts d'inflation, qu'on va regarder les indexés inflation. Ces points morts d'inflation qui sont les anticipations d'inflation à 10 ans aux États-Unis, elles sont à 2,50, 2,60. Donc on n'est pas du tout dans un scénario cataclysmique. Peut-être que les choses changeront si dans 6 mois on est toujours à 5% d'inflation, mais pour l'instant, la Fed, clairement, a réussi son pari. Éric Turgeman, sur ce sujet de l'inflation et donc du coup de tapering de la Fed amorcé il y a quelques jours. Alors d'abord, la ligne de crête est très très étroite pour les banques centrales. Elles ne peuvent pas imaginer une remontée violente des taux vu l'endettement qui est incroyable. Bien sûr. Des États. Voilà. Donc si on avait des taux d'intérêt à 5% en Europe et aux États-Unis, ça serait une catastrophe. Bon. Donc on va tout faire pour éviter ça. Les banques centrales ont les yeux rivés sur les marchés plus que le contraire. C'est-à-dire qu'avant, il y a une vingtaine d'années, les marchés étaient là, scrutaient le moindre mot des banquiers centraux. Et d'ailleurs, je crois que c'était Greenspan qui avait dit si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, à la limite, ils jouaient avec ça. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent répéter la veille et l'avant-veille et savoir quel est le discours qu'il faut vraiment qu'on tienne au mot près à la virgule pour que surtout les marchés ne le prennent pas mal. On ne veut pas fâcher les marchés, parce qu'on ne veut pas en tout cas que les taux s'envolent. Bon, il n'y a plus d'indépendance des banques centrales, ça moi je n'y crois pas du tout. Donc ils marchent dans la main avec les gouvernements, ce qui n'est peut-être pas plus mal, parce qu'il faut éviter la catastrophe. Bon. Et quand la Fed essaye justement de dire c'est transitoire, on sera là, mais ça ne suffit pas de dire on sera là, parce que s'il y a de l'inflation, ils ont beau ramasser tout le papier. Oui, non, bien sûr, l'inflation est quand même là. Oui, c'est sûr. Et dans l'inflation, il y a les prix qui sortent, et puis après, il y a la psychologie. Si vous pensez qu'il y a de l'inflation, il y aura encore plus d'inflation, parce que vous précipitez pour acheter, etc. Donc il faut qu'ils ancrent les anticipations d'inflation, et plus ils répètent, comme de la méthode Coué, il n'y en a pas, c'est transitoire, il n'y en a pas, c'est transitoire, ils essaient de calmer le jeu. Manque de peau, il y a des chiffres. Oui, il y en a quand même. Il y en a, et il y en a sur les matières premières. La transition énergétique va créer de l'inflation, ça ne faut pas se leurrer. Alors c'est très bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, au contraire, mais ça va créer. Oui, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir qu'effectivement les prix de l'énergie vont augmenter et que ce qu'on connaît actuellement n'est pas que transitoire. Voilà, non, ça c'est pas transitoire, c'est que le début. Les circuits courts aussi, c'est inflationniste, etc. Donc il va falloir vivre avec ça. Alors maintenant, quel est le bon taux d'intérêt par rapport à une inflation qui va exister? Alors, elle ne sera peut-être pas à 4 ou 5%, parce que là, c'est un rebond de 2020. Mais on aura sans doute une inflation au-dessus de 2. Alors, quels doivent être les taux d'intérêt avec une inflation à 2 et une croissance potentielle de 3%? Plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, normalement, les taux longs, ils n'ont rien à faire à ce niveau-là.
Voilà. Et alors, justement, là, si on parle de taux, mais des taux directeurs de la Fed, donc Jérôme Powell a dit pas avant fin 2022, voire 2023. Bon, on a entendu effectivement Richard Clarida qui lui dit que tout sera normalement au vert pour que ce soit dès mi-2022. Le marché a l'air de lui aussi penser que c'est plus mi-2022. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que du coup, Jérôme Powell se laisse suffisamment de marge pour ensuite revenir en avant si tous les voyants sont au vert, entre guillemets. J'ai l'impression que les marchés pensent quand même que la hausse des taux, ça sera plutôt de 2023, en fait. Le tapering, c'était fait. Enfin, on savait que c'était, puis à la limite, ça n'aurait pas été novembre, c'était un mois de plus. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, on avait compris que c'était la fin et que petit à petit, ils allaient progressivement arrêter, effectivement, d'inonder. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, parce que s'ils avaient dit, si à la réunion de la Fed, ils avaient dit, finalement, non, on continue à en remettre, je pense que ça aurait été la débandade, parce que là, les marchés se seraient dit, ils voient quelque chose que nous, on ne voit pas. Oui, en bien sûr. Sanitaire, donc de toute façon, ils avaient préparé, c'est plutôt, on enlève la morphine un peu, donc ça redevient ça. Après, pour la hausse des taux, je pense que les marchés pensent à 2023, mais que là, on fait des essais en se disant, si on commence à parler de 2022, est-ce que ça va être bien pris ou mal pris? Parce que je pense qu'au fond d'eux, quand même, je pense que la Fed aurait plutôt envie de les remonter en 2022. Voilà. D'accord. Ouais. Je pense. Mais il y a cette peur de réaction du marché. Il y a la peur de réaction, donc on lance comme ça pour voir. Et puis s'ils sont persuadés que les marchés sont aptes à encaisser une première hausse des taux en 2022, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont envie de le faire. Parce que le pire, ce serait qu'ils soient behind the curve, comme on dit. Et là, pour autant, ça veut dire qu'ils ne contrôlent plus rien. Si vraiment il y a de l'inflation et... Finalement, ils nous répètent il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'ailleurs, la BCE aussi, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est ce que vous voyez, ça n'existe pas. Oui, ou c'est très transitoire, mais ne vous y fiez pas. Bon, en attendant, le transitoire est dur. Oui. Donc, c'est pour ça que la ligne de crête est étroite, mais c'est compliqué. Alors, il y a quand même, Gilles Bazicia, il y a une autre variable dans cette discussion, c'est l'emploi. L'emploi aux États-Unis que la Fed a mis comme deuxième critère justement pour son tapering, pour relever les taux ou autre. Donc là, on a eu les chiffres vendredi. Alors c'est beaucoup mieux que prévu, mais ça reste très loin quand même des niveaux de 2020. Je vois qu'il y a toujours 10 millions d'emplois qui restent non pourvus, alors qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Est-ce que, comment est-ce qu'on analyse ces chiffres-là à la lumière du coup d'un tapering qui a été annoncé et des marchés qui ont l'air de penser, en tout cas quand on voit le niveau des indices, que tout va bien pour l'économie? Alors, la situation de l'emploi est très peu claire et peu lisible, et Powell l'a dit lui-même. Et donc c'est également une des raisons qu'il a mis en avant pour reporter sine die les perspectives de hausse des taux courts. Également, d'attendre, de voir divers effets, dont premièrement voir si vraiment il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite, ont pris leur retraite. Si vous avez 57, 58, 59, 60 ans aux États-Unis, c'est un peu plus vieux les retraites, mais si vous avez été mis au chômage pendant un an et demi, allez revenir sur le marché de l'emploi. Est-ce que les gens ont envie de revenir travailler? Quand on a les moyens de ne pas le faire, bien sûr, je dirais c'est tentant de se dire on va taper dans les économies pendant 6 mois ou 9 mois et on ne va pas revenir sur le marché de l'emploi. Donc ça, il va falloir vérifier ce point-là. Le deuxième point qu'il faut vérifier également, c'est l'effet de l'arrêt des aides financières directes des États aux particuliers et ou aux entreprises. Ça, c'est les entreprises, c'est plutôt en Europe, bien sûr. Et là encore, il y a plusieurs mois de lag où les statistiques vont devoir se clarifier et s'ajuster. Et donc, je dirais, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on est dans un statu quo aussi fort, malgré des signes quand même apparent de surchauffe, de début de surchauffe, mais ce que disait Eric est tout à fait justifié. De toute façon, les banquiers centraux vont devoir gérer une progressivité dans une éventuelle hausse des taux longs qui est bien sûr souhaitable, parce que si les taux longs ne montent pas,
il est inenvisageable de monter les taux courts. Parce qu'un banquier central ne rêve que d'une chose, c'est de maintenir une courbe des taux pentue, Bien sûr, très propice à l'activité économique et au plein emploi. Donc, je dirais, il faut gérer avec précaution une remontée progressive des taux longs avant même de pouvoir remonter les taux courts. Et la remontée des taux courts, c'est là où les banquiers centraux vont se reconstituer des marges de manœuvre pour ensuite éventuellement restimuler en cas de choc externe. Donc ils laisseront. Donc c'est pour ça que à moyen terme, il est envisageable quand même raisonnablement de penser que les taux longs vont être pilotés tranquillement à la hausse, mais ça sans à-coups bien sûr. Pour éviter des effets pervers, sachant que la période est très importante, parce qu'il faut financer non seulement des déficits budgétaires énormes, bien sûr, oui. un stock de dettes qui s'est accru de façon gigantesque, à la fois publique et privée, et enfin une transition énergétique qui va demander beaucoup d'investissements, et qui est en fait une absolue nécessité pour tous les policymakers. Donc, Et puis la question, ça va être de où trouver cet argent pour ces investissements. Il faut que ce soit de l'argent nouveau, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui vont en pâtir. Et là, va y avoir des problèmes à gérer au niveau des États ou de certains secteurs d'activité. Voilà, donc on peut supposer qu'en effet, les banquiers centraux vont être à l'écoute encore pendant de longues années, si ce n'est décennies, pour faire en sorte que l'humanité finance cette transition énergétique. Cyriac Dayan, sur l'emploi, peut-être juste un mot. L'objectif affiché de Jérôme Powell, c'est de revenir sur des niveaux d'avant pandémie, de février 2020. On voit que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des salaires actuellement. Alors, bon, il y a ceux qui pensent que l'inflation est durable, qui disent regardez, ça commence à s'auto-alimenter. Ceux qui pensent que c'est transitoire et qui disent non, justement, ça chauffe, mais ça reste transitoire. Est-ce que, alors sans remettre en cause la stratégie de la Fed, mais est-ce que l'indicateur de revenir au niveau d'avant pandémie n'oublie pas le fait que potentiellement le marché du travail peut avoir changé pendant un an, et justement avec les gens qui partiraient à la retraite, les gens qui auraient changé de métier ou autre? Si, c'est vraiment un facteur d'incertitude qui pèse dans l'analyse, et c'est vrai que les chiffres du chômage ou de l'emploi plus généralement sont compliqués à analyser du fait de ce phénomène. C'est un peu comme l'inflation, il y a des éléments transitoires qu'on a du mal à anticiper, à pricer, j'ai envie de dire, et je suis complètement en ligne sur la question, par exemple, des subventions ou des aides qu'ont reçues les Américains, ce qui n'est pas du tout dans la mentalité américaine. Ce qu'il faut imaginer, c'est que jusqu'à septembre, il y avait une partie non négligeable des Américains qui recevaient vraiment un chèque du Trésor. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et il y a peut-être eu clairement d'ailleurs, il y a eu de l'épargne qui a été mis de côté. Quand on regarde le niveau d'épargne des Américains, alors qu'historiquement, c'est pas un peuple qui épargne. Ils ont beaucoup épargné en 2020-2021, donc ils ont des réserves. Mais encore une fois, cet élément-là, ces réserves, elles sont temporaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va diminuer. Et c'est pour ça qu'aussi, pour le coup, Powell joue cette gamme-là, se dire que ces gens-là qui sont sortis du marché du travail, alors peut-être pas totalement, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont définitivement sortis, mais une partie non négligeable de ceux qui sont sortis vont être obligés de revenir. De l'autre côté, les entreprises font des efforts. Il y a quand même des hausses de salaire qui sont... On a tous en tête Amazon, qui est le symbole, mais il y a quand même des hausses de salaire qui sont en train d'être mises en place. Bien sûr, sur des métiers durs, ou en tout cas où il y a peu de demandes, en tout cas où les gens n'ont pas forcément envie d'y revenir. Je pense les métiers d'ouvriers ou dans la restauration ou autre. Exactement. Il y a une forme d'équilibre qui va devoir se trouver. La question, c'est vraiment l'autorisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les salaires montent trop, à ce moment-là, les entreprises sont obligées de répercuter dans leur prix réellement cette hausse de salaire. On crée de l'inflation. Les gens voient qu'au supermarché, les prix montent, donc ils demandent des hausses de salaire. Et on rentre dans ce cercle vicieux. L'inflation, c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne ou la mauvaise. Ça ne joue à pas grand-chose qu'on soit dans l'un ou de l'autre côté. Et donc la Fed, finalement, aujourd'hui, elle suit l'emploi en se disant je souhaite que les Américains, en grande partie, soient employés, travaillent. Et ça fait partie, il faut le rappeler, il y a deux piliers dans les fondamentaux de la Fed, il y a l'inflation et l'emploi, ce qui n'est pas le cas de la BCE. Donc ça fait vraiment partie de son engagement. Et aujourd'hui, finalement, alors savoir si c'est avant crise, est-ce que c'est 4, on ne sait pas, c'est pas ça la question. C'est considérer qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en plein emploi.
Et objectivement, je le pense aussi. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer temporairement sur le retour de ces personnes sur le marché de l'emploi. Et quand on regarde des chiffres d'emploi plus larges que celui qu'on regarde initialement, on voit qu'il y a encore un taux de chômage qui reste élevé aux États-Unis. Et je pense qu'à un moment donné, ce taux, il devrait baisser parce que l'effort d'épargne que je citais tout à l'heure, cette épargne-là, elle est progressivement en train de diminuer. Éric Turgeman, je vous propose de parler un peu d'Europe à présent, de la situation de la BCE, notamment de la Bank of England. D'abord, la BCE, du coup, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Christine Lagarde nous dit la même chose. L'inflation est transitoire. Il n'y en a pas. Bon, il y en a quand même un peu, 4,1% au mois d'octobre. Est-ce que... Alors... La Fed a lancé son tapering. La Bank of England nous a annoncé des futures hausses de taux qui finalement n'ont pas eu lieu, mais ça reste imminent. La BCE, elle est beaucoup plus prudente dans son discours. Est-ce qu'elle ne va pas quand même se trouver rattrapée au bout d'un moment et être obligée d'agir? Je rappelle quand même que en Allemagne, l'inflation c'est 4,6% et que les Allemands commencent à trouver que le transitoire devient durable et que c'est surtout chez eux que ça chauffe le plus. Est-ce que la BCE peut continuer éternellement à dire non, pour l'instant, nous on ne change rien? En Allemagne, ça peut même amener la démission de Weidmann. Oui, alors c'est... quelque part. De toute manière, les Allemands étaient contre les taux bas depuis très longtemps. Ils n'ont pas la même structure de population. Ça ruine les épargnants, etc. Donc, ça c'est pas nouveau. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est transitoire ou pas? 4%, ça paraît énorme. Effectivement, on nous aurait dit il y a 2 ans, avant la pandémie, qu'on allait avoir des chiffres à 4%. On aurait rigolé parce qu'il y avait toujours la technologie qui pèse, la démographie, etc. Alors, surtout en Europe, d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est transitoire ou pas? On verra. Pour moi, c'est le même problème que les États-Unis, à part que c'est toujours un peu en retard. Les États-Unis ont retrouvé leur niveau pré-crise. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Donc, on a un peu plus le temps. Et puis, l'Europe, en plus, elle est tiraillée parce que tous les pays ne sont pas au même stade. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même pas la même... Alors, on pourrait expliquer finalement ce discours parce que on a un peu de retard par rapport aux États-Unis, donc on peut se permettre d'être encore un peu plus prudent, mais de l'autre côté, c'est pas un seul État, c'est plein d'états qui ont des banques centrales qui agissent un peu différemment. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre déjà d'aller plus vite que les États-Unis, puis il n'y a pas de raison. Voilà, on n'est pas au même stade. Encore une fois, on n'a pas retrouvé le niveau pré-crise en Europe. Les Chinois sont sortis les premiers, les Américains derrière, et puis nous, encore derrière. Mais de l'autre côté, ça a été amorti. En Europe, il y a toujours des effets amortisseurs un peu plus forts que dans les zones un peu plus libérales, on va dire. Mais du coup, ça rebondit un peu moins fort. Donc Christine Lagarde, elle est à l'unisson des autres banquiers centraux. Vous inquiétez pas, on sera là. Et alors, en Europe, encore plus, on ne peut pas se permettre de voir les taux remonter. Ça ferait un problème terrible pour l'Italie, pour l'Espagne, puis bien pas sûr. que, d'ailleurs. Donc, non, ils se sont donné le mot, les banquiers centraux. Ils se sont appelés. Oui. Et ils ont peut-être appelé la Bank of England pour lui dire n'augmente pas tes taux. Non plus, parce que alors tant que c'est la Norvège et puis je sais pas quelle autre Nouvelle-Zélande, je crois. Il y a 2 banques là qui ont augmenté. Ça peut aller encore. Mais si on commence à voir effectivement parmi les grandes banques centrales, c'est la Fed, la BCE, la Bank of England et la BOJ, Banque du Japon. Oui, bien sûr. Oui. Quand on commence à en voir un quand même qui commence à être précurseur, ça peut faire peur. Parce que là, sur la Bank of England, tout le monde s'attendait à ce que la hausse de taux soit effective. Ouais. Et les annonces du gouverneur allaient dans ce sens. Il expliquait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et finalement, surprise, on statu quo encore pendant quelques mois. Oui, parce qu'en plus, je pense que le Brexit, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est pas évident que ça se passe si bien que ça. On se rend compte que ça a accru aussi le ralentissement et qu'ils ont aussi à gérer ça. Donc, il ne faut peut-être pas aller trop vite non plus. Donc, ils sont prudents de toute manière. On parle de la crise de la pandémie, mais la crise, ça fait depuis 2008. On est en crise depuis 2008. Oui, bien sûr. Ça fait 13 ans. Et c'est là que les banquiers centraux ont commencé à injecter en se disant ça brûle partout, il faut envoyer de l'eau pour éteindre. C'était presque fini, il a fallu qu'il y ait la pandémie derrière. Mais enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui dure depuis 13 ans. Et ils n'ont qu'une peur. C'est des erreurs de politique monétaire, comme on a pu connaître en 94 notamment, où je crois que c'était Greenspan à l'époque qui avait remonté trop tôt les taux. Bien sûr, oui. Et il y en a eu d'autres plus récemment. Donc ils préféreront être derrière qu'en avance. Ça c'est sûr, ils préféreront être derrière. Après, il ne faut pas être trop derrière.
Parce que trop derrière, ça veut dire qu'ils perdent le contrôle Et qu'on maîtrise plus rien. et qu'on maîtrise plus rien. Donc voilà pourquoi ils essayent, mais c'est pas facile. Banquier central, c'est pas facile. Bon, je vous propose de parler d'entreprise à présent. Gilles Bazissire, on a une saison des résultats du troisième trimestre qui se déroule bien, voire très bien. Je lisais 7 entreprises sur 10 font mieux que prévu au sein du stock 600, 8 entreprises sur 10 font mieux au sein du S&P 500. Pourtant, quand on regarde l'actualité, pénurie sur les chaînes d'approvisionnement, congestion des ports, certaines entreprises qui disent qu'elles ne peuvent plus produire autant qu'avant, alors notamment dans le secteur de l'automobile ou autre. Inflation, on se dit comment est-ce que les entreprises vont pouvoir répercuter ça dans leurs coûts, ou en tout cas ces coûts-là dans leurs prix, et donc quelles vont être les marges des entreprises. Et au final, tout se passe très bien pour les entreprises actuellement, et les indices sont au plus haut. Alors le principal facteur de surprise positive, c'est le fait qu'on compare avec il y a un an, Ouais. avec des niveaux qui étaient extraordinairement déprimés. Bien sûr. Avec le recul du temps. Or, il est très difficile pour une collectivité, même une collectivité d'experts, de prévoir des évolutions qui montrent un point d'inflexion énorme par rapport au passé. Un esprit humain a toujours tendance à prolonger des tendances récentes. D'accord. Et donc, les rebonds d'une crise qui s'est rétablie de façon extrêmement rapide, sans doute un cas unique dans l'histoire, et bien ça a été difficilement intégré par les analystes qui font des prévisions du coup. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'effet de base n'est pas assez pris en compte par rapport à 2020, c'est ça ? C'est ça, et du coup on a eu des surprises globalement favorables, ce que vous citiez. D'accord. Mais donc les on a analystes, sous-estimé. les entreprises qui faisaient les estimations de chiffre d'affaires, c'est parce que là c'est par rapport aussi aux attentes des entreprises que communiquaient les entreprises. Oui, bien sûr. Oui, alors les entreprises sont les entreprises, comment dire, ont tendance, même quand elles ont, À être très prudentes. même quand elles savent que le consensus est un petit peu bas, elles ont tendance en général à garder de la poudre pour des bonnes surprises entre D'accord, guillemets. ouais. C'est toujours mieux en bourse d'avoir quelques bonnes surprises. Plutôt que l'inverse. Et donc, voilà. Mais ça, c'est un phénomène qui peut éventuellement encore se prolonger au premier trimestre de cette année, de l'année prochaine, pardon. D'accord, ouais. Mais pour le coup, là, ça va disparaître. Ça va disparaître. L'effet de base va changer déjà. Il y a un effet de base énorme qui va changer. Et puis sans doute des problématiques de marge liées à des inflations spécifiques que vous mentionniez et qui va falloir être intégré dans les marges les acheteurs de pétrole, les acheteurs de métaux, les acheteurs de main-d'œuvre, entre guillemets, ouais. Les entreprises très consommatrices de main-d'œuvre. Là, une fois que l'effet de chiffre d'affaires, de très bonnes surprises sur le chiffre d'affaires sera passé, on verra les effets inflationnistes sur les marges des entreprises. Parce que là, c'est quoi ? C'est trop tôt pour voir quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier, enfin, en tout cas, répercuter les prix, dans leur prix, l'inflation, et ceux qui vont en pâtir ou... Non, alors ça, c'est pas trop tôt. Enfin, en tout cas, on a l'impression que là, on peut en discuter. Ouais. On peut avoir des avis différents. Mais vous avez d'une part des entreprises qui sont très, très bien gérées et qui ont des capacités de maintien de marge et dont la demande est insensible au prix. Ça, c'est toutes les boîtes de haut de gamme dans le monde. Oui. Pour la France, ça en fait partie, mais toute grande zone géographique a des entreprises comme ça. Et puis, il y a aussi les entreprises du secteur de l'énergie ou des métaux qui là, par définition, bénéficient énormément de la hausse des produits qu'elles vendent. Cyriac, d'ailleurs, même question sur la situation des entreprises actuellement, finalement. Des très bons résultats au troisième trimestre, mais qu'il faut mettre en regard en fait de l'année 2020 et qui sont pas si bons que ça au final. Parce qu'on est quand même sur certains secteurs, c'est explosif, en tout cas sur les techs ou autres. Mais donc du coup, c'est quand même un troisième trimestre positif. Clairement. Et c'est le troisième. C'est vraiment pour moi le facteur qui explique le rebond des marchés en octobre, des marchés actions. Du côté de la macro, il y a des sujets, inflation, on en a parlé assez.
mais c'est vraiment les résultats micro qui ont été là et qui ont été là de manière très importante. Et les surprises étaient positives. Je vais donner 2 chiffres. Sur un an glissant, la croissance des bénéfices aux États-Unis des entreprises américaines du S&P 500, c'est 40%. On attendait 30%. Donc une surprise qui est quand même nettement supérieure. Et en Europe, on attendait 43% et on est à 56%. Donc ça veut dire qu'il y a des chiffres, enfin il faut qu'on n'est pas dans un monde normal, quand on est à 10 ou 15, on est très content normalement. Là, on a des chiffres qui sont stratosphériques et les surprises étaient elles-mêmes très bonnes. Donc tout ça, finalement, alors qu'on craignait un peu en se disant on n'a pas trop de visibilité sur les entreprises, on a eu des très bons chiffres sur le Q2, peut-être que le Q3 va être un peu décevant, ça n'a pas du tout été le cas et ça a soutenu le marché. Et d'ailleurs, vraiment, à partir de la période où on a commencé à publier, aux États-Unis en particulier, les actions ont fortement rebondi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il va y avoir en effet une forme de normalisation à un moment donné. Oui, c'est ça, on peut légitimement se demander ça s'arrête quand visiblement, ça ne s'arrête pas sur le Q4 en tout cas, parce que sur le Q4, quand vous regardez les prévisions des économistes, des stratégistes, vous voyez qu'ils sont en train de réviser à la hausse dès à présent. C'est-à-dire qu'on a anticipé par exemple aux États-Unis une croissance de 10% sur le Q4. Il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc, il y a quand même un effet, finalement, de décalage. Le Q4, il va rester encore très bon. Alors, à un moment donné, on devrait revenir sur des chiffres plus normaux, mais ça ne semble pas s'aligner sur le Q4. Elle vient d'où, toute cette demande, alors, du coup, qui porte les entreprises? Parce que, du coup, il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent à un moment, quand même. Il y a des gens qui achètent. Quand vous regardez les ventes au détail aux États-Unis, quand vous regardez la consommation en Europe... C'est quoi? C'est les surplus d'épargne qui font qu'en fait, ils consomment... Oui, non, mais la variable d'ajustement à la fin, c'est le contribuable. Parce qu'en réalité, dans une crise normale, sans toutes les aides des États, et heureusement qu'il y a eu ces aides, tout le monde s'appauvrit, c'est la panique, personne consomme et les entreprises plongent. Mais là, on a maintenu à flot l'économie, puisque finalement, les banques centrales et les gouvernements bien sûr, ont soutenu en balançant de l'argent, même directement aux États-Unis, en faisant des chèques, etc. Donc les entreprises bénéficient de ça. Donc en fait, à la fin, on se dit, mais comment ça se fait? C'est magique. Non, ce qui n'est pas magique, c'est qu'il y a la dette et que normalement, on devrait la rembourser. Donc ça veut dire que si à un moment donné, on disait qu'il faut rembourser la dette, ce qui n'est pas encore bien clair, puisqu'on peut la rouler à l'infini, enfin, c'est tous les débats, mais si on devait rembourser la dette, alors il faudrait prendre dans les bas de laine, et là, ça freinerait l'économie et donc les profits des entreprises. Mais aujourd'hui, c'est ça qui était la surprise. Quand la bourse a plongé en mars 2020, c'est parce qu'on anticipait, pandémie, l'économie s'appauvrit, plus de consommation, plus d'investissement, etc. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y aurait le quoi qu'il en coûte un peu partout dans le monde, qui fait que ça a continué. Quand en normal, la personne qui est au chômage ou qui perd son emploi ne va pas acheter une voiture ou des cosmétiques, mais que là, finalement, ça a été payé par l'État. Donc, et tant mieux d'ailleurs, mais c'est ça qui a... La grande surprise, c'est ça, et qui a sauvé les entreprises et... qui en plus ont réussi à faire des gains de productivité. Bon, ça c'était peut-être une bonne surprise, on se demande jusqu'où ils peuvent en faire, mais ils en ont fait. Et puis, qui ont pour l'instant passé les coûts de... les hausses des coûts, Pour l'instant, et si je comprends bien, Cyriac Dayan, encore pour le 4e trimestre de l'année. Quand on regarde les données, clairement, sur le Q4, on anticipe encore une croissance des bénéfices hyper élevée. La question, c'est les surprises, parce que finalement, les anticipations, c'est une chose, mais moi, ce qui me frappe, c'est que le chiffre en tant que tel, c'est vraiment un très bon chiffre, mais c'est qu'il nous surprend encore plus positivement. Et sur le Q4, là, je vous parle de 20% aux États-Unis, si la publication en moyenne est à 30%, de nouveau, on va retomber dans cette spirale positive. Personne ne va se plaindre que les entreprises américaines fassent des profits. Ils le font aussi, je rejoins sur la question des marges, c'est-à-dire que finalement, je pense que les entreprises américaines, elles ont vu la crise, elles ont serré tous les boulons partout. Et puis finalement, on est sorti très vite de cette crise, et donc elles ont pris finalement une croissance du chiffre d'affaires très forte en ayant serré ces boulons. Et donc elles profitent vraiment de ce phénomène-là. Elles ont un peu les voiles devant. Et donc il va falloir continuer à avoir cette dynamique-là. À un moment, ça va se normaliser, mais c'est un peu comme sur l'inflation. J'ai envie de dire, l'inflation temporaire qui dure, elle a des très bons résultats. Et il dure un peu plus que ce qu'on pouvait penser il y a encore un an. Donc si je comprends bien, en fait, on est dans une situation transitoire, que ce soit sur les résultats des entreprises, sur l'inflation et même sur le sujet de l'emploi, quoi. C'est une situation qui, normalement, en 2022, devrait commencer à se normaliser. Moi, je pense sur ces 3 éléments-là, clairement, qu'il devrait y avoir une normalisation. Éric Turgeman, en 30 secondes, pareil, cette situation va se normaliser, notamment au niveau des résultats d'entreprise à partir de 2022 ? Normalement, oui. On a là, je rebondis sur l'écroulement qu'on avait eu en 2020. 2022, ça va devenir un peu plus normal. Oui, ça va se normaliser, mais on a encore des attentes plutôt positives. Je regardais les chiffres là,
2022-2023, on est encore sur plus 10, plus 10. Cela dit, plus 10, c'est ce que les analystes disent toujours en début d'année. Simplement qu'avant, les 10 dernières années, on disait plus 10 et puis on s'étiolait et souvent on terminait à 0. Bon, là, mais c'est ce que disait Gilles, quoi. De toute façon, c'est très compliqué de prévoir un rebond. Bien sûr. Non, il y en a encore. Il y a encore du potentiel. Maintenant, la question, ça va être l'inflation quand même, parce qu'à un moment donné, l'inflation, ils pourront pas éternellement. Enfin, les boîtes peuvent pas éternellement répercuter la hausse des prix. Parce que le consommateur, on va arrêter de l'aider à un moment donné. Hein. Voilà, donc, et on revient du coup sur ce sujet de l'inflation. La hausse de l'énergie, tout ça, il faudra bien, il consommera. Enfin voilà, il y aura des variables d'ajustement. Hein. Merci beaucoup, Éric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles chez Ophi Asset Management. Merci Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, et merci Cyriac Dayan, gérant diversifié chez Senso IS. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure thématique en compagnie d'Alice Labou, présidente de Trecento AM. Bonjour Alice Labou. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va regarder ensemble comment investir en prenant en compte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement que l'économie mondiale connaît depuis plusieurs mois. Maintenant, peut-être d'abord un rapide rappel du contexte. Ces tensions d'approvisionnement sont entre autres, parce que ce n'est pas la seule raison, mais dues à des congestions dans des ports. Tout simplement. Exactement, en fait, des congestions logistiques, c'est toute la problématique. Pendant le Covid, beaucoup d'entreprises, en tout cas beaucoup d'usines, ont peu produit et se sont retrouvées, en fait, au moment où il fallait faire repartir la production, sans stock. D'accord. Et donc, elles ont à toute vitesse réinvesti pour essayer de relancer la machine. Maintenant que la machine est un peu relancée, la machine à production, donc productive, et ben on se retrouve avec un goulot d'étranglement sur toute la chaîne d'approvisionnement et donc de logistique. Donc, ça va des camions, mais aussi, évidemment, des grands containers et surtout du transport maritime qui est une vraie problématique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de marchandises dans les ports et pas assez de main-d'œuvre pour gérer la marchandise. En fait, c'est ça, pas assez de bateaux pour l'acheminer? C'est précisément ça, c'est-à-dire c'est un vrai goulot d'étranglement. Vous imaginez qu'avant le Covid, un container, donc pour transporter un container par exemple de Shanghai à Los Angeles, ça coûtait $2 000. D'accord. On a dépassé il y a très peu de temps les $10 000. Donc c'est absolument pour le même container, c'est-à-dire pour le même chemin, pour le même container. Et par exemple, le port de Los Angeles, qui est un très grand port, il tourne 24 heures sur 24 et vous avez plus de 60 porte-containers qui attendent en fait et qui ont du mal à passer. En fait, il y a un vrai goulot d'étranglement. Et on se souvient d'ailleurs des annonces de Joe Biden qui a demandé justement au port de Los Angeles de tourner 24 heures sur 24 pour faire en sorte que les cadeaux puissent arriver à Noël. Notamment, quel impact sur l'organisation des ports du coup, Alice Labou? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement? Eh bien, la seule solution, c'est l'investissement dans la robotisation, c'est-à-dire des solutions en fait qui permettent d'aller beaucoup plus vite en fait et de gagner du temps tout simplement sur l'arrivée du container, la sortie du container. Alors l'idéal en fait c'est justement d'investir dans une société, donc c'était l'idée aujourd'hui de parler de cela bien sûr. Donc une société qui s'appelle Cargotec qui est cotée en bourse donc en Finlande et qui donc à Helsinki et qui a une bonne partie, enfin plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur ces solutions-là. Sachez que sur 1200 ports dans le monde, seulement 40 sont complètement automatisés. D'accord. Donc les perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour le leader mondial en la matière, qui est Cargotec, sont absolument colossales. On estime à peu près entre 23 et 25% de croissance annuelle du chiffre d'affaires dans ce business-là. Et donc c'est absolument colossal. Alors Cargotec, est-ce que pour bien comprendre son activité, quand on parle de robotiser la logistique dans les ports, ça veut dire que ça fait quoi concrètement? C'est qu'est-ce qu'on va faire avec un robot concrètement dans le port? On va charger les bateaux par exemple? Alors ça va être des solutions de grues automatisées qui vont prendre les containers et les monter sur les bateaux ou les sortir des bateaux. Ça va être aussi par exemple des systèmes comme des ponts roulants. D'accord. Si vous voulez, qui en fait vont grâce à des grues sur ces ponts-là, en fait, vont permettre d'aller prendre le container, faire rouler le container, l'amener, le monter dans un camion, et les camions vont partir en fait pour aller livrer localement ou partir ailleurs sur des solutions de chemin de fer ou autres. Et donc en fait, c'est vraiment comment dire à la minute près presque, si vous voulez, une organisation robotique, alors qui est en train de se développer.
Et qui ferait gagner du temps potentiellement sur la livraison des marchandises dans la chaîne logistique. Qui ferait gagner du temps, qui ferait gagner de l'argent, parce qu'en fait, ça coûte moins cher, parce que ça peut tourner 24 heures sur 24. Donc, comme il n'y a pas de salariés, si vous voulez, ou peu de salariés qui entrent en jeu, ça coûte moins cher. Et puis même d'un point de vue environnemental, en fait, ça paraît étonnant, mais maintenant, les solutions en fait, qui sont développées en matière de robotisation des ports sont moins énergivores. Et donc, même au niveau environnemental, ce serait quelque chose de positif. D'accord, parce qu'on aurait tendance à se dire que machine égale pollution. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, robotisation, pas forcément. Pas forcément. En fait, par exemple, même si on prend sur les chaînes de production classiques, si vous avez des robots, ça coûte moins cher en énergie parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre de chauffage, par exemple. D'accord. C'est tout bête, mais... oui, bien sûr. Oui, c'est tout bête, mais ça compte. Et alors, le contexte actuel est un contexte porteur finalement pour Cargotec, le fait de tous ces congestions dans les ports, parce qu'on pourrait se dire d'un côté, ils n'ont pas forcément le temps de penser à la robotisation, de l'autre, ça peut être une solution pour le problème qu'ils ont actuellement. En fait, face à chaque moment de crise, il y a toujours des réactions en forme d'investissement. D'accord. Très clairement, les ports sont en train, et même sous l'impulsion en fait, et sous la pression même des gouvernements, de se robotiser tout simplement pour devenir eux-mêmes plus attractifs. Exemple, si le port de Los Angeles n'a aucune solution de robotisation en place et ne fait aucun investissement en la matière, eh ben, les grands pourvoyeurs, les grands transporteurs vont essayer de passer par un autre endroit où ils savent qu'il y a plus de fluidité et ça fonctionne bien. Donc ça devient un sujet d'attractivité nécessaire et donc des investissements nécessaires. Des investissements nécessaires parce qu'il y a aujourd'hui une réelle concurrence entre les différents ports. Tout à fait. Ouais. Bien sûr qu'il y a une concurrence très forte. Il ne suffit pas d'être au bon endroit, sur le bon lieu de passage du bateau. Ça aide, c'est certain évidemment que vous avez les grands ports internationaux, mais tout de même, en fait, ils se font concurrence entre eux. Je sais pas, entre déposer en Hollande ou déposer en Angleterre ou déposer au Havre. Pas, soyons je vois. Voilà, non, mais vous avez raison, même au Havre. Et ben évidemment, en fait, un transporteur va y réfléchir, donc c'est assez intéressant. Et pour cette société Cargotec, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont en train de fusionner avec une autre société qui s'appelle Konecranes. D'accord. Et d'ailleurs, assez rigolo, c'est qu'en fait, Cargotec comme Konecranes sont deux émanations d'une autre structure qui, il y a très longtemps, a spin-offé, donc a se séparé de ces activités-là, qui s'appelle Kone. Je ne sais pas si vous connaissez les ascenseurs. Si, bien sûr. C'est une énorme entreprise. Donc, ils étaient aussi dans la logistique portuaire. Exactement. Et en fait, ils ont sorti ces activités-là. Et maintenant, en fait, ces deux activités-là sont en train de fusionner et donc créer un géant autour de 7 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même assez important. Et ça va devenir le leader mondial en la matière, notamment en matière d'automatisation, robotisation des ports. Et là, très clairement, on est parti pour plusieurs années de cycle d'investissement majeur sur ces solutions de robotisation portuaire. Donc tant qu'à faire, autant investir sur ce genre de valeurs. Donc Cargotec qui fait de la robotisation dans les ports. Donc effectivement, on a bien compris que c'est le leader actuellement du secteur qui va fusionner du coup avec une autre entreprise pour devenir encore plus gros. C'est un secteur avec beaucoup de concurrence. Pas tant que ça. En réalité, vous avez quelques vous avez quelques sociétés qui ont des parties de leur chiffre d'affaires dédiées à cela, mais ceux qui sont vraiment très identifiés et surtout très avancés en la matière, ce sont eux. Ça prend combien de temps si vous avez la réponse évidemment, mais pour comprendre un petit peu l'entreprise, son modèle économique, comment ça fonctionne, c'est des cycles de vente plutôt courts, plutôt longs. Enfin, j'imagine que robotiser un port, c'est des investissements sur plusieurs années. Alors c'est colossal, c'est des années, et puis ça nécessite aussi de parfois immobiliser certains pans du port. Néanmoins, en fait, ils peuvent apporter des petites briques robotisées petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite robotiser toute la chaîne, mais on va d'abord, j'en sais rien, amener un pont roulant qui va charger et décharger. Déjà, ça, c'est un bon début. Ça, l'avantage, c'est que ce sont en fait des solutions mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'acheter le matériel, de savoir l'utiliser et de le programmer. Et là, c'est mobile et donc on peut gagner du temps. Après, toutes les solutions de stockage et autres, il faut un peu plus de temps pour les mettre en place. Donc il y a plusieurs types de cycles pour plusieurs types de produits, mais ça peut arriver rapidement. Alors on va parler dans un instant peut-être de son parcours boursier à cette entreprise. Juste avant, en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, l'entreprise évolue de manière positive en termes de bénéfices. Alors c'est une activité qui est très rentable. En fait, donc, pour le chiffre d'affaires, donc je vous disais, là ça va être 7 milliards de chiffre d'affaires à la fusion des deux entreprises qui vraiment est en train d'être mise en place. Et oui, c'est une société profitable. On est quand même sur une valorisation, là je regardais, donc à peu près 13 fois le résultat. Donc c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement cher. Il faut comprendre que les marchés financiers ont quand même appris ces derniers temps à beaucoup valoriser les entreprises. Et 13 fois le résultat net, c'est pas quelque chose de très significatif, en tout cas de très très suracheté. Donc c'est plutôt une bonne opportunité dans ce cadre-là à l'achat. Et alors quel
quelle évolution boursière de Cargotec, donc qui est cotée en qui est Finlande. coté à Helsinki, du en coup. Finlande, et ça a pris 39, bientôt 40% depuis le début de l'année, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, c'est une D'accord, belle performance. Ça montre bien tout l'intérêt pour les sujets logistiques des investisseurs, puisque bon, toute la chaîne logistique est intéressante à regarder pour les investisseurs. Et nous, on pense que d'ici un an, on va dire, on sera au moins à 20% au-dessus, c'est-à-dire que notre objectif de cours est à 23% supérieur. En 2020, elle se portait comment, cette même société, du coup, face à la fermeture de toutes les économies? Un peu comme tout le monde, hein, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, elle, en tout cas d'un point de vue boursier, elle s'est mal comportée en Oui, mars. c'est ça, oui, d'un point de vue boursier, oui, bien sûr. Et après, elle a très bien rebondi, évidemment, sur les perspectives de reprise et de normalisation de la crise sanitaire. Et alors, continuons sur l'activité de cette société. En termes de R&D, par exemple, on est sur... parce qu'on parle de robotisation, on imagine toujours le dernier cri en termes de numérique ou autre. Là, effectivement, il y a de la R&D conséquente ou en fait, c'est juste une grue, mais robotisée qu'on va mettre dans un... Pour que ce soit robotisé, il faut de la R&D D'accord, conséquente, puisqu'il faut au fur et à mesure être capable, notamment pour des solutions de sécurité. Parce qu'en fait, tout le sujet de la robotique, c'est justement en fait les problématiques de hacking, c'est-à-dire quid si vous avez un hacking, j'en sais rien, d'une solution justement qui s'occupe de décharger les containers ou de mettre les containers. Ça, on pourrait imaginer Bien même sûr. des attaques de cybercriminalité qui pourraient qui dit robotique bloquer. dit numérique, qui dit numérique dit hacking. Et Oui, dit oui, potentiellement faille. Et donc en fait le vrai sujet, il y a évidemment tous les sujets d'investissement technologique, mais même une fois que vous avez la technologie, vous êtes obligé de régulièrement mettre à jour Bien sûr, des solutions en fait anti-hacking, parce qu'en fait c'est toutes les problématiques dans la santé. Par exemple, on a vu les pacemakers, enfin Oui, qu'on pouvait pirater, bien sûr, et pas très de manière pas très compliquée en plus. Donc, pas si compliqué que ça, exactement. Donc en fait, évidemment que constamment vous devez être sur des niveaux de recherche et développement significatifs, parce que sinon vous allez vous faire avoir des problématiques ou vous faire piquer le marché par des gens plus innovants. Cargotec est présent dans quel grand port aujourd'hui? Alors là, je ne peux pas tout vous dire, mais ils sont présents. Non, mais ils sont présents dans les plus grands ports mondiaux, en Chine, mais aussi surtout aux États-Unis. Et alors, du coup, à quel risque pourrait faire face Cargotec, je ne sais pas, par exemple en bourse ou dans son chiffre d'affaires? Parce que là, effectivement, on a une vision un peu idyllique presque de l'entreprise. Écoutez, un risque, j'en sais rien. Par exemple, si à nouveau, on ne pouvait plus faire circuler les marchandises dans le monde, ce serait une problématique, évidemment, pour une société comme Cargotec. Mais après, peut-être une fusion qui marche mal. Vous voyez, entre les deux sociétés, si jamais il y avait un problème sur la réorganisation, puisque par nature il va y avoir une réorganisation des divisions, et on sait qu'une fusion crée un choc de culture. Alors là, l'avantage c'est qu'ils viennent quand même tous les deux de la même structure historique, mais parfois ça peut créer des problématiques de mise en œuvre du plan stratégique. Fusion qui est en discussion actuellement, qui n'est pas encore... Qui a été validée. Qui a été validée. Fusion qui a été validée et qui va démarrer début 2022. Début 2022, donc... Premier semestre 2022. On a le nouveau nom peut-être de la société ou pas encore, moi je ne l'ai pas. Ça n'a pas été, communiqué. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Non, j'étais en train de regarder mes notes, mais non. C'était au cas où, mais non, je n'ai pas les notes. Je n'ai pas le nom. Merci beaucoup, Alice Labouche. Je rappelle que vous êtes présidente de Trecento AM, de nous avoir présenté donc la société Cargotec. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne le cours du CAC 40 à la clôture. Le CAC 40 qui clôture en hausse de 0,1% à 7047 points. Et je vous donne rendez-vous demain dans Smart Bourse à partir de 12h30 pour l'édition de la mi-journée. À demain. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.